Bonjour, Frédéric Bérard pour Malmstrom. L'aide médicale à mourir est certainement l'un des sujets les plus sensibles en droit constitutionnel. La première fois où le Canada a été confronté à cette espèce d'enjeu excessivement polémique, polarisant à l'époque, et sensible de l'aide médicale à mourir. On l'appelait euthanasie, donc ça donne déjà une idée de l'évolution, si je peux dire, de la société depuis. C'était dans les années 90, au tout début des années 90, où une dénommée Sue Rodriguez, une citoyenne de la Colombie-Britannique, a interpellé les tribunaux canadiens, est allée jusqu'à la Cour suprême pour faire valoir ses droits. Et de quel droit on parle ici? On parle du droit de nous dire, Rodriguez, de décider du moment de sa mort et d'être assisté pour ce faire. Pourquoi? Parce que Sue Rodriguez était atteinte de la terrible maladie de Lou Gehrig, qui est une maladie que vous connaissez, une maladie dégénérative. Et Rodriguez savait très bien que vers la fin de sa vie, elle serait incapable de respirer par elle-même, de manger par elle-même, et ainsi de suite. Or, Rodriguez s'est dit, ben moi, je veux être capable de vivre ce qui me reste de vie et de profiter de ce qui me reste d'existence, notamment du fait qu'elle avait un fils très jeune, 7 ou 8 ans. Je veux en profiter jusqu'au maximum, mais à la toute fin, comme je serais incapable, par définition donc, de manger, de respirer et, par conséquent, de me donner la mort, je veux qu'il y ait quelqu'un, un médecin nommément, qui puisse m'assister à cet effet-là. Or, dans le code criminel de l'époque, l'article 241 prohibait, interdisait cette possibilité, c'est-à-dire que quelqu'un puisse en assister, assister autrui, en fait, à se donner la mort. Et donc, c'est cet article-là que contestait Rodriguez d'un point de vue constitutionnel. La façon que ça fonctionne, c'est que vous pouvez attaquer la constitutionnalité d'un article d'une loi ordinaire, comme le code criminel, au motif que celui-ci viole, par exemple, la Charte canadienne. Et c'est exactement ce que fait Rodriguez. Elle dit ici, cet article-là du Code criminel brime mon droit à la liberté, brime mon droit à la sécurité, deux droits qui sont protégés par l'article 7 de cette même Charte canadienne. Alors imaginez les tribunaux canadiens qui sont coincés avec cette affaire-là. On se rend évidemment en Cour suprême, et ça, c'est peut-être le bout qui est le plus dommage, en quelque sorte, c'est que Sue Rodriguez aura passé les derniers mois de sa vie, en partie, du moins, devant les tribunaux pour se battre, pour militer pour ce droit à l'aide médicale à mourir. La Cour, et là, il ne faut pas oublier, on est au début des années 90, et ça ne paraît pas tout le temps, mais il y a eu une évolution sociétale importante d'un point de vue moral depuis ces mêmes années, donc depuis pratiquement une trentaine d'années aujourd'hui. Et la Cour confirme, et ça c'est le volet bonne nouvelle en quelque sorte, oui, il y a une atteinte au droit à la sécurité ici. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Mme Rodriguez, si elle a à attendre la fin de ses jours sans pouvoir se donner la mort, souffrira de manière assez incroyable, de toute évidence. Et la Cour dit, ben, de ce fait-là, en l'obligeant à vivre jusqu'à la toute fin sans pouvoir se faire donner la mort par autrui, c'est une violation de son droit à la sécurité physique et le droit à la sécurité psychologique aussi. Alors voilà pour la première étape. Malheureusement pour Mme Rodriguez, il y a une deuxième étape lorsqu'on parle de l'article 7, et celui-ci est un peu technique. Je vais essayer de vous l'expliquer de façon le plus claire possible, mais c'est ce qu'on appelle la conformité avec les principes de justice fondamentale. Dit autrement, même s'il y a une violation du droit à la sécurité, on doit passer à cette deuxième étape-là qui est encore prévue à l'intérieur même de l'article 7. Et on se pose la question, est-ce que la violation du droit à la sécurité, comme en l'espèce, est conforme aux principes de justice fondamentale? Là, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'un principe de justice fondamentale? En résumé, ça pourrait être, qu'est-ce qui choque la société canadienne en matière de justice? Est-ce que c'est une espèce d'évaluation, d'analyse très globale qu'on souhaite objective, mais finalement, on sait que c'est pas si objectif que ça. Pourquoi? Parce que ce sont nécessairement des juges avec leur billet, hein, nécessairement, qui rendent cette décision-là.
Et donc, on évalue si cette violation-là du droit à la sécurité, dans ce cas-ci, est conforme au principe de justice fondamentale, c'est-à-dire est-ce que ça choque la société canadienne ou pas. Ici, la Cour, sous la plume du juge Topinka, dit, ben, c'est vrai qu'il y a une violation importante du droit à la sécurité. Par contre, il ne faudrait pas oublier que le suicide, c'est comme ça qu'on l'appelait dans la décision, que le suicide est découragé par le Canada. Il y a plusieurs initiatives à l'international pour lutter contre le suicide. On sait aussi que les associations médicales sont contre l'aide médicale à mourir ou l'euthanasie, comme on l'appelait à l'époque. On sait aussi que c'est important de lutter contre cette idée-là même du suicide. Le Canada le fait à l'international, mais il le fait aussi à l'interne. Puis il y a plusieurs organisations, puis il y a plusieurs organismes, puis il y a plusieurs campagnes de ci et de ça. Bref, vous voyez, quand on parle de principe de justice fondamentale, c'est un peu comme si on sortait du cadre du droit pur et on évaluait de manière très, très générale et approximative ce que pensent les Canadiens. Puis on sait que, bon, je me répète un peu, mais on sait que déjà là, c'est un problème parce que les Canadiens pensent pas tous pareil, évidemment. Donc, on essaie d'y aller de la manière la plus objective possible avec plus ou moins de succès. Fait que bref, histoire courte, la Cour conclut, oui, il y a une violation du droit à la sécurité, mais non, cette violation n'est pas un problème en rapport au principe de justice fondamentale, c'est même en conformité avec les principes de justice fondamentale, ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas de violation constitutionnelle au sens fort du terme. Ça veut dire que l'article 241 du Code criminel a pu survivre à cette espèce de challenge constitutionnel qu'avait lancé Mme Rodriguez. Celle-ci, malgré la décision de la Cour, a quand même décidé de se faire donner la mort. On ne connaît pas l'identité de celui ou celle ou de ceux ou de celles qui l'ont assisté. Ça a été sa manière à elle de lancer un cri du cœur qui a été entendu beaucoup plus tard, en 2015, par la Cour suprême, à nouveau, qui a en quelque sorte renversé sa décision dans l'arrêt sous Rodriguez. Et nous y reviendrons dans un prochain épisode. Salut!